Chers téléspectateurs, bonsoir. L'émission Décryptage reçoit ce soir pour vous Anne Marshall, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo. Bonsoir, Madame Anne Marshall. Bonsoir et merci pour votre accueil. Et merci pour l'honneur fait à la chaîne de Vox et à l'équipe de production de l'émission Décryptage. Merci. Madame Anne Marshall, vous avez présenté vos lettres de créance au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, précisément le 20 novembre 2024. Alors, pouvez-nous en parler de la genèse des relations de coopération entre votre institution et le Congo? Alors, c'est une longue histoire, le partenariat entre l'Union européenne et le Congo. Il date en particulier de 1963. Pourquoi cette date? En fait, ça coïncide avec la signature d'une convention qui à l'époque s'appelait Convention d'association de Yaoundé, qui avait été signée entre les États membres de ce qui était à l'époque la communauté économique européenne, les 6 États fondateurs, et 18 pays africains et malgaches. En fait, ce sont essentiellement des pays de l'Afrique francophone et le Congo faisait partie de ces signataires. Et grâce à cette convention qui couvre en partie la coopération, mais aussi c'est une convention avec une grande portée commerciale. On parle davantage pour l'accès au marché européen, mais aussi il y a toute une partie sur l'établissement, la protection des investissements, je veux dire, avant la lettre. Donc ça, c'est un petit peu la genèse. Mais il faut savoir que l'Union européenne, qui tire ses racines du traité de Rome, avait déjà, dès le départ, créé un fonds européen de développement qui était donc créé en vue de manifester la solidarité européenne envers les pays qu'on appelait à l'époque les pays en voie de développement. Et donc, grâce à la Convention de Yaoundé, qui est le précurseur, si vous voulez, des conventions de Lomé, de Cotonou et d'aujourd'hui l'accord de Samoa, c'est donc ça la base de la relation entre ce qui est aujourd'hui l'Union européenne et la République du Congo. Donc, plus de 62 ans de partenariat. Madame l'ambassadeur, plus de 60 ans de partenariat entre l'Union européenne et le Congo. Alors, quels sont les acquis de ce partenariat? Alors, beaucoup de choses, dans le sens, tout d'abord, il faut noter que c'est un partenariat qui s'inscrit dans des valeurs communes de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme, de l'état de droit. Et donc, c'est vraiment le socle sur lequel nos relations sont basées. En matière d'acquis, nous avons été des partenaires dès le début, grâce à des projets de coopération, mais aujourd'hui, ce partenariat a évolué dans beaucoup de domaines, y compris au niveau politique. Et donc, je suis très fière qu'au-delà de notre coopération, je dirais de sens classique, nous avons aussi dans notre portefeuille la coopération en matière de sécurité maritime. Et donc voilà, ça, je pense que ce sont des moments importants de notre partenariat qui s'est jalonné au cours de 6 décennies. Mais l'on voit avec l'évolution politique à la fois de l'Union européenne, mais le contexte international aussi fait que nous avons glissé, si vous voulez, d'une assistance technique ou de l'aide au développement à une coopération politique en bonne et due forme, avec en plus, bien entendu, des intérêts communs sur la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, avec toute l'action que nous avons fait sur la forêt, le partenariat forêt, mais en même temps, vous le voyez, on fait aussi, on coopère sur la sécurité maritime qui est tellement importante de notre. Justement, plus de 6 décennies après, des relations entre l'institution européenne et puis le Congo, vous avez lancé la stratégie Global Gateway. Alors, pouvez-nous en parler de cette stratégie et puis l'accent sera mis sur quoi? Quels sont vraiment les faits saillants, les priorités de cette stratégie concernant le Congo? Alors, le Congo est un exemple comme
bien d'autres pays dans lesquels l'Union européenne est active. En fait, en 2021, nos autorités à Bruxelles ont lancé ce qui s'appelle le Global Gateway. Donc, c'est une façon de mettre sous une bannière toutes les activités que nous voulons faire partager à nos pays partenaires. On a quand même quelques secteurs phares qui sont, par exemple, les infrastructures, mais aussi la santé, l'éducation, le digital, la bonne gouvernance, les transports, la connectivité. Donc, ces grands axes-là vont être modulés selon un petit peu les besoins des pays, parce que l'aide au développement de l'Union européenne respecte toujours les priorités de nos pays partenaires, et aussi nous avons un principe de coordination entre les partenaires de chaque pays. Donc ici, nous ne sommes peut-être pas présents en force sur le secteur de la santé, mais nous avons été présents en matière de développement d'infrastructures, en matière de transformation numérique, et bien entendu, l'énergie, c'est aussi un des grands points d'activité du Global Gateway. Et tout cela, nous nous retrouvons dans notre portefeuille de coopération. Mais ça ne veut pas dire que l'on oublie l'humain, au contraire, ou la société civile. Donc, quand la stratégie du Global Gateway a été mise en place, les autorités européennes ont créé différentes instances de consultation, notamment des organisations de la société civile, et la liste des membres d'un comité, si vous voulez, de consultatif est disponible, et l'on voit pas mal d'organisations qui chapeautent un petit peu la société civile en Afrique, ou qui font le lien entre la société civile européenne et la société africaine. Ça, c'est un aspect de consultation. Et l'autre aspect, c'est et ça ne se traduit malheureusement pas vraiment en français, on a aussi créé ce qu'on appelait des Youth Sounding Board. Donc, c'était une façon de consulter la jeunesse, et les délégations dans les différents pays et ici au Congo, nous avons modulé un petit peu cette initiative en créant notre plateforme jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une cohorte qui s'appelle Toza Bilingue. Donc, nous sommes la jeunesse, qui nous a permis d'être en contact avec 20 jeunes représentatifs du Congo. Donc, il y avait des gens qui venaient des différentes parties du Congo et qui nous faisaient part un petit peu de leurs préoccupations, de leurs attentes, reflétant un petit peu la réflexion qui avait été faite au niveau européen. Donc, tous ces facteurs sont là pour nous guider, pour être sûr qu'en plus de l'écoute du gouvernement, nous avons aussi l'écoute de la société civile et des jeunes, qui eux-mêmes se retrouvent parmi les projets que nous finançons, que nous soutenons. Et il faut dire que le Global Gateway, ce n'est pas que les institutions européennes, ce n'est pas que la Commission, ce n'est pas que le budget de l'Union européenne, c'est aussi la Banque européenne d'investissement, mais aussi nos États membres. Et avec le recul des quelques années de mise en place, on se rend compte que maintenant, on veut, dans un mécanisme, je dirais, d'entraînement, aussi mobiliser notre secteur privé, qui a envie de venir partager leur savoir-faire et de mettre en place des projets ici au Congo. Et donc, ce secteur privé va entraîner leurs instances nationales, notamment des crédits à l'exportation, des garanties à l'exportation, etc., etc. Ce qui nous permet de maximiser un don de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que notre aide est essentiellement du don, qui à ce moment-là se voit décuplé par les actions de soutien à l'exportation, par des crédits à taux concessionnels de la Banque européenne d'investissement. Donc, tous ensemble, on a vraiment des grandes offres, mais à côté des grands projets disons, structurants ou d'infrastructures, nous avons aussi des projets qui touchent plus l'humain, comme j'en parlais précédemment, y compris la jeunesse. Et notamment, nous avons, en collaboration avec l'AFD, donc l'Agence française au développement, nous avons un projet qui s'appelle Mossala et qui vise directement 5000 jeunes
qui leur offrent des formations qualifiantes qui vont les aider à trouver de l'emploi. Donc, avec le projet Monsala met l'accent sur la formation est axée dans quel domaine précisément? Alors, je pourrais pas vous dire très précisément, mais on fait le lien avec l'emploi. Je dois dire que je me souviens qu'au discours de Son Excellence Monsieur le Président, le discours à la Nation du 28 novembre 2024, il avait cité le projet Monsala. Il avait été, je dirais, dans certains détails, mais en fait, ce que l'on veut dire, ce sont des formations pratiques de techniciens et j'espère ne pas me tromper, mais je dirais peut-être même de la plomberie ou de l'électricité, ce genre de métier ou la menuiserie qui permettent aux jeunes d'avoir un emploi à la fin de cette formation. Donc c'est très important parce qu'en fait le concept que je voulais amener, c'est que le Global Gateway fonctionne sur ce qu'on appelle une approche 360 degrés. Donc, il y a les États, il y a le secteur privé, il y a les acteurs européens, mais il y a aussi les partenaires, y compris nos bénéficiaires, et ça peut être aussi les jeunes. Oui, la stratégie Global Gateway met l'accent plus sur la jeunesse et puis les organisations non gouvernementales. Alors, pouvez-vous justifier ce choix? En fait, je dirais c'est tout à fait normal quand on regarde la structure démographique du Congo et de beaucoup d'autres pays africains. La grande majorité de la population de nos jours est constituée par des jeunes. Et donc, non seulement on veille à œuvrer pour la jeunesse, mais aussi en même temps pour l'égalité des genres. Parce que dans toute population, vous avez la moitié sont des femmes et il ne faut pas les oublier, parce que très souvent, les femmes ont moins d'opportunités sur le plan économique. Et donc, quand nous faisons des actions pour la jeunesse, on veille aussi à la parité du genre. Quand nous faisons des projets, il y a toutes des périodes de préparation, d'identification des projets, et notamment l'impact sur le genre sera un des aspects qui devra être touché dans le travail de préparation. Donc, on en tient compte. Okay, merci, madame. Alors, nous allons évoluer. Alors, dans le cadre toujours de la stratégie Global Gateway, vous avez lancé le projet d'électrification et de la gare connectivité électrique entre les États, en partant de Pointe-Noire, Cabinda, Kinshasa, Brazzaville. Où en est le projet dans la faisabilité? Est-ce que le projet a été déjà monté? Alors, ce que l'Union européenne a financé, c'est une étude de faisabilité, parce que on parle de lignes haute tension, et donc il faut pouvoir montrer à des investisseurs étrangers ou intéressés le caractère, je veux dire, on a un terme qui s'appelle la bancabilité, c'est-à-dire que c'est un projet qui sera sain, qui pourra être durable et aussi ne pas créer de la dette vis-à-vis des pays partenaires. Donc, pendant de nombreux mois, effectivement, des experts ont été visiter le terrain, ont fait les calculs. Je ne suis pas ingénieur, donc je ne peux pas vous donner tous les détails, mais l'étude de faisabilité a été donnée au gouvernement pour l'étude. Et donc, ça fait partie d'un premier plan, un premier pas pour lancer des grands appels d'offres qui, pour un projet de cette ampleur, va évidemment devoir mobiliser de nombreuses ressources. Et on espère que c'est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre par un consortium Équipe Europe avec des investisseurs privés européens, mais aussi le soutien de la Banque européenne d'investissement et peut-être d'autres donateurs qui seraient intéressés à se joindre à cette initiative, parce que je pense que ce projet s'appelle la boucle de l'amitié. C'est intéressant que ça couvre 3 pays, à la fois l'Angola, le Congo, la République du Congo, mais aussi la République démocratique du Congo. Donc très important, très lourd aussi, et surtout qui nécessite un travail de préparation minutieux pour ne pas que le projet se heurte à des mauvaises surprises. Donc oui, parfois on nous reproche que l'Union européenne n'est pas rapide, mais nous sommes prudents, et parce que, comme je disais, dans ces études de faisabilité, on regarde aussi l'impact sur l'environnement,
l'impact sur les populations. Donc en fait, ici au Congo, il y a des grands potentiels d'électricité, notamment l'hydroélectrique, mais ce qui pose problème, c'est les transmissions. Donc on va essayer de combler ça et voilà, maintenant qu'il y a une nouvelle équipe gouvernementale, c'est certainement le moment de reprendre le flambeau et de réintéresser tout le monde sur ce projet. Alors, qu'est-ce que vous dire de tout quand il s'agit de ce projet-là? Le problème se situe au niveau de la faisabilité. L'Union européenne a été déléguée, mandatée pour faire l'étude sur la faisabilité de la mise en œuvre de ce projet. En fait, c'était une demande et une nécessité. Et donc, la première chose que l'on pouvait faire dans notre enveloppe financière actuelle, parce qu'on parle toujours de perspectives de 7 ans, et donc, ce que nous pouvions offrir, c'était l'étude de faisabilité, qui elle-même va être cruciale pour une phase de mise en place, d'appel d'offres, etc. Donc, je pense que nous faisons les choses à temps, je ne veux pas dire en prenant notre temps, mais en ayant la longueur en vue pour faire en sorte que le projet ne tombe pas dans des écueils de mauvaise préparation, de mauvais calculs. Donc voilà, de temps en temps, une approche pas à pas est la meilleure, mais pour la pérennité du projet. Voilà, tout à fait. Est-ce que l'Union européenne aussi sera mise à contribution pour la faisabilité du projet, la mise en œuvre de ce projet? La mise en œuvre. Ou elle va s'arrêter seulement dans les études de faisabilité? Voilà, mais maintenant que nous avons fait l'étude de faisabilité, effectivement, on pourrait espérer que des entreprises européennes répondent à un appel d'offres. Donc, ça, c'est le pas suivant, c'est de définir un appel d'offres conséquent, parce que on parle quand même de grands projets d'ingénierie. Et donc, voilà, je pense, oui, j'espère effectivement que nos intérêts européens seront là et que non seulement l'Union européenne, mais aussi les États membres puissent soutenir des firmes intéressées. Et vous confirmez que la faisabilité, les études de faisabilité ont été bouclées? Oui. Donc, il ne reste que l'appel d'offres pour les sociétés qui se soumissionner à ce projet d'intérêt. Alors, je vous dis, c'est un projet de très grande complexité technique et donc comme en plus il y avait une période électorale de changement de gouvernement et donc je me ferai un plaisir d'aller trouver les ministères concernés et d'expliquer et de reprendre là où on en est et puis nous devons bien entendu, pour des projets de cette ampleur, vous ne publiez pas un appel d'offres en demandant que les gens soumissionnent le lendemain. Donc il y aura un petit temps il faudra tenir compte d'un certain temps pour que le projet puisse se mettre en œuvre. Mais je vous dis, nous visons la durabilité et la pérennité d'un projet de grande ampleur. Ok, merci madame. Madame le Messador, il y a quelques années, l'Union européenne avait initié un projet au niveau de la professionnalisation des artisans menuisiers et ébénistes. Alors, aujourd'hui, quelles sont les répercussions de l'impact, j'allais dire, de ce projet au niveau des bénéficiaires? Alors, je dirais brièvement, en fait, j'ai eu l'occasion de visiter, par exemple, le Salon du Bois, il y a quelques mois, et il y avait des réalisations par des personnes qui avaient été bénéficiaires de ce projet. Il y a un autre projet en cours, ce sont des projets d'ampleur, je dirais, raisonnables, mais qui sont importantes parce que ça fait partie de la cohérence de notre activité en matière du secteur de la filière bois. Il faut savoir que après les hydrocarbures, le bois est quand même un des premiers produits d'exportation du Congo vers l'Union européenne. Je me suis penchée il y a quelques semaines sur les chiffres d'exportation et je me rends compte que le secteur du bois est un petit peu en perdition, c'est-à-dire que sa deuxième place semble un petit peu en perte de vitesse ou semble menacée.
Mais peut-être que le secteur peut aussi trouver sa voie à la fois pour un marché local, mais aussi un marché africain. Il y a bientôt la zone de libre-échange au niveau africain sera tout à fait en vigueur, ce qui offre quand même des débouchés pour l'artisanat local. Donc oui, je parlais de filière du bois, donc à la fois pour les PME, pour les artisans, mais aussi pour les grandes entreprises de foresterie. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'à l'Union européenne, il y a aussi un règlement sur la traçabilité du bois. Oui, justement. Donc, le projet entre l'Union européenne et puis le Voilà, gouvernement. d'ici quelques jours, il va y avoir des annonces sur la transformation de cette réglementation pour la rendre plus simple pour tous les opérateurs, à la fois les exportateurs, mais aussi les importateurs européens. Donc peut-être que ce petit glissement en matière de chiffre d'exportation fait qu'il y a une prise de conscience justement sur la nécessité d'assurer notre approvisionnement et la possibilité pour le Congo de bénéficier de l'accès au marché à très bonnes conditions en Union européenne. Et donc, mais dans un souci tout à fait partagé ici au Congo de lutte contre le changement climatique, contre la déforestation, etc., il faut tracer le bois. Et donc, nous sommes en partenariat avec le ministère de l'économie forestière et donc c'est un des gros sujets pour s'assurer que toutes les procédures soient bien mises en place, qui est grâce au partenariat volontaire qu'on appelle APV FLECT. En fait, FLECT, c'est un acronyme basé sur l'anglais pour parler de l'exportation des bois tropicaux. Donc, depuis de très nombreuses années, le Congo et l'Union européenne sont en partenariat, ce qui nous permet d'avoir anticipé une grande partie des démarches administratives en ce qui concerne l'exportation du bois. Donc, le ministère de l'économie forestière est bien au courant et supporte le secteur du bois ici pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir la documentation pour que le bois puisse partir tout à fait documenté. Donc, à la fois, on travaille avec l'économie forestière, mais aussi on travaille avec le ministère des PME quand il s'agit du soutien aux petits artisans. Donc c'est vraiment, on parlait de 360 degrés pour le Global Gateway, mais ici dans la filière du bois, on parle aussi du 360 degrés. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? On a comme l'impression que voilà, la mise en œuvre de la certification, de la traçabilité au niveau de la certification du bois pose aussi problème. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet n'arrive pas à prendre corps? Hein? Non, en fait, c'est pas une question de projet vraiment. Là, c'est en fait les opérateurs du secteur du bois qui doivent s'adapter aux nouvelles exigences. Et les opérateurs, ils sont des deux côtés. Il y a à la fois les opérateurs au Congo, mais aussi les importateurs. Et donc, quand il y a une nouvelle législation qui prend vigueur, il y a eu un petit peu un mouvement d'inquiétude. Et ce sont surtout les opérateurs en Europe qui ont alerté la Commission européenne en demandant de revoir les mécanismes pour les rendre plus simples. Parce qu'effectivement, travailler dans des forêts tropicales n'est certainement pas aussi facile. Et ici au Congo, on se rend compte, on parlait d'électrification, il y a des problèmes justement d'accès à l'électrification, d'accès au réseau numérique pour pouvoir émettre des licences. Ce sont des questions que l'on traite lors des différents dialogues avec le ministère de l'économie forestière, mais on pense que ici les opérateurs ont justement l'habitude du partenariat forêt pour être mieux équipés que d'autres pays où c'était pas le cas. Donc on bénéficie de la relation à long terme. Je parlais de la relation sur la protection de l'environnement, sur le développement de l'industrie forestière. Donc c'est un partenariat à long terme qui va nous permettre d'aborder de façon sereine les nouvelles réglementations qui font en sorte que l'on trace le bois pour éviter la déforestation. Madame l'ambassadeur, il y a quelques années, l'Union européenne accompagnait le Congo dans la mise en œuvre des projets porteurs, comme les projets dans les domaines des infrastructures routières. Quelques années après, le partenariat dans ce domaine-là
On a comme l'impression que il y a eu réticence de l'Union européenne. Non, je pense pas que c'est une question de réticence. En fait, nous avons été actifs effectivement dans l'infrastructure routière, mais malheureusement, la route sur laquelle nous travaillons avait été victime d'événements politiques, en fait, de la situation politique. Et donc, un dernier segment, c'est la fameuse route entre Brazzaville, Kinkala et Mendouli. Et donc, le segment Kinkala-Mendouli était resté en friche. L'Union européenne avait rempli ses engagements. C'était pas le cas d'autres partenaires. Et donc, en raison de la situation politique. Alors, je sais très bien que c'est quelque chose qui préoccupe les autorités au plus haut niveau. Et mon équipe a fait vraiment son travail pour trouver une façon de raviver ce projet. Parce que malheureusement, nous travaillons dans un cadre juridique et contractuel très précis. Et donc, le projet avait dû être clôturé. Mais on a trouvé d'autres solutions et j'espère que d'ici quelques semaines, on pourra faire une annonce sur le nouveau montage financier qui va nous permettre de terminer ce tronçon. Et donc, dans l'intérêt de tous, puisque ça va permettre de gagner du temps pour rejoindre Pointe-Noire. Parce que c'était, en fait, voilà, il y a, pour l'instant, la situation, la route fait qu'il y a un détour à faire. Donc, effectivement, c'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement les contraintes du politique qui s'est répercuté sur nos contraintes légales et qui ont fait que le projet avait dû être terminé et le raviver était très compliqué. Mais on va y arriver. Dans quelques jours, vous avez lancé le mois de l'Europe. Alors, pour cette année, l'action sera mise sur quoi? Alors, d'abord, le mois de l'Europe, c'est un mois de fête, un mois d'ouverture et l'on va vers nos partenaires. On va bien entendu organiser une belle fête de l'Europe, mais on va surtout utiliser la fête de l'Europe pour un moment d'explication, de pouvoir attirer l'attention sur justement la stratégie du Global Gateway, parce que c'est peut-être un concept qui est pas bien connu, et on va mettre en évidence déjà ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Donc c'est l'occasion pour aussi les membres du public de s'informer. Nous avons bien entendu une campagne sur les réseaux sociaux, nous avons des petits quiz, et j'espère que moi-même je pourrai y répondre sans faute. Donc nous veillons à ce que les gens s'intéressent à ce que le projet européen, à ce que nous faisons ici. Mais aussi quand on parle du projet européen, c'est important de rappeler que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est en fait le résultat d'un long processus, d'un processus de paix. Et c'est un processus qui s'inscrit dans des valeurs des droits de l'homme, du respect de la démocratie, de la bonne gouvernance et du multilatéralisme. Et tous ces points sont super essentiels dans le monde d'aujourd'hui. Et l'Union européenne, c'est un partenaire fiable qui est là pour épauler nos partenaires, que ce soit dans notre voisinage, mais partout dans le monde, et les partenaires qui veulent œuvrer avec nous pour la paix, la stabilité. Nous sommes ici présents en Afrique, dans différents théâtres où il y a malheureusement des conflits, que ce soit par exemple le Sud-Soudan. L'Union européenne est aussi le plus grand donateur humanitaire et qui veille justement à, quand il y a des situations de conflit, de pouvoir aider les personnes les plus vulnérables qui sont touchées, les réfugiés. Parce que si en étant comme ça, en offrant notre aide, nous veillons à ce que l'impact sur les pays voisins soit limité. Donc nous veillons aussi à ce que notre combat, notre croyance dans le multilatéralisme comme le meilleur système pour préserver la paix,
que ce soit une croyance qui soit respectée et partagée par les autres. Et donc ici, je trouve que Son Excellence, Monsieur le Président, Denis Sassou Nguesso, parle beaucoup du multilatéralisme dans ses discours publics, et ça me rassure beaucoup parce que je me dis, voilà, dans notre monde contesté, nous avons la sagesse d'un homme d'État respecté dans la région et au-delà. Je veux dire, du haut de toute son expérience, défend le multilatéralisme, et donc nous aussi. Donc voilà, c'est une occasion de présenter le projet européen, projet de paix, projet basé sur des valeurs, et en même temps, grâce à notre prospérité, nous sommes aussi ici pour épauler les pays partenaires pour une prospérité partagée. Et en même temps, on a le partenariat bilatéral. L'année passée, à l'occasion des fêtes de l'Europe, j'avais aussi mis l'accent sur le partenariat, non seulement bilatéral, mais aussi le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Parce que le Congo bénéficie aussi d'activités au sein de l'Union africaine. Et par exemple, c'était intéressant de voir qu'à l'occasion des dernières élections, c'est une mission d'observation de l'Union africaine qui était venue observer les élections. Donc nous, l'Union européenne, sommes contents de voir que l'Union africaine veille à faire de l'observation électorale. Et c'est con. Alors, Madame l'ambassadeur, moi ici au à la fin de notre échange, il y a quelques années, l'Union européenne avait accompagné la police congolaise. Est-ce que le projet est encore en cours? La police congolaise, oui. En fait, je peux dire que encore actuellement, nous sommes dans une dernière phase d'un projet qui vise à réhabiliter quelques commissariats de police, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ce sont des commissariats pilotes qui vont permettre, en tant qu'exemple, d'être, je veux dire, copiés, répétés dans d'autres actions du pays. C'est l'idée justement d'informer la police sur l'accueil des victimes, l'accueil aussi malheureusement des gens qui sont en conflit avec la loi, parce que toute personne, même coupable, a droit à sa dignité et doit être entendue, et doit être aussi, enfin, les droits de l'accusé entre guillemets ou du suspect doivent être respectés. Et donc, grâce à ces actions qui aussi ont une dimension genre, par exemple, comment accueillir des femmes victimes, que ce soit de violences domestiques ou d'autres faits. Donc, c'est très important que ces actions soient là. Et pour ça, il faut aussi penser à l'aménagement des commissariats, mais aussi ce qui est important, et c'est la formation du personnel. Et voilà, donc c'est une action qui est dans sa phase terminale. J'espère que bientôt, pour aller couper les rubans et aller ouvrir ces commissariats modèles. Dans la phase pilote, il y a combien de commissariats concernés par ce projet? Alors, il y en a, si mes souvenirs sont bons, il y en a 5. 5 Brazzaville et Pointe-Noire? Et je pense qu'il y a 3 à Brazzaville et 2 à Pointe-Noire, plus ou moins. Mais l'idée, ce sont des projets pilotes. C'est-à-dire, voilà, on peut pas rénover tous les commissariats du pays, mais en offrant des modèles, on espère que les autorités pourront reprendre le flambeau. Et voilà, et encore une fois, il y a une passation de pouvoir au niveau du ministère de l'Intérieur, et j'aurai l'occasion, j'espère, de pouvoir en parler avec le nouveau ministre de l'Intérieur. Alors, Madame, nous sommes à la fin de notre édition. Alors, concrètement, vous allez mettre l'accent cette année sur le mois d'Europe, la fête de l'Europe, comme vous l'avez toujours l'habitude de le dire, sur les échanges avec la population congolaise pour leur faire connaître au moins les missions, le fonctionnement de l'Union européenne.
Alors, vous avez comme impression que l'Union européenne n'est pas bien, le travail effectué au quotidien par l'Union européenne n'est pas bien assimilé par les Congolais, la population congolaise. En fait, c'est difficile à dire parce que il faut évidemment pouvoir s'appuyer sur des sondages ou ce qui est fait de temps en temps par la Commission européenne. Je dois dire qu'en même temps, grâce à des émissions comme la vôtre, nous avons la chance de toucher un plus vaste public. Nous touchons bien sûr les jeunes et de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup d'informations circulent. Et donc, j'espère que les jeunes puissent faire parler autour d'eux du projet européen. Mais au bout du compte, ce qui compte, c'est comment on peut toucher la population. Et donc, effectivement, peut-être qu'un projet routier ne parle pas à tout le monde, mais ceux qui voient la route se mettre en place, ou comme au port de Pointe-Noire, où nous travaillons sur des pontons de pêche qui vont pouvoir toucher pas mal de gens de l'industrie, mais aussi les consommateurs au bout du compte. Je pense qu'on aura l'occasion de toucher beaucoup de monde. Donc, peut-être que nous sommes pas bien compris, mais ça veut dire que nous avons une grande mission et de devoir expliquer. Voilà, j'espère que le public est intéressé à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur le site de la délégation où je prends un certain plaisir à écrire un blog qui raconte un petit peu mes aventures et mes expériences, notamment des rencontres que je fais avec des personnalités, des jeunes, que ce soit ceux qui animent un club de Scrabble ou des jeunes qui continuent la tradition de l'école de peinture de Poto-Poto et bien d'autres activités également. Donc, j'espère que les gens s'y reconnaissent et grâce à cette façon de pouvoir toucher l'humain, eh bien, ils vont se dire, tiens, mais au fond, qu'est-ce que fait l'Union européenne pour nous? J'avais, il y a quelques mois, et j'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter de façon régulière, j'avais eu l'occasion d'aller faire de la promotion, par exemple, du programme Erasmus, qui offre des bourses d'études aux étudiants. Nous avons aussi eu l'occasion de faire des échanges avec des scientifiques. J'ai eu l'occasion de parler avec le professeur Ntoumi, qui a vraiment une vocation aussi à toucher les jeunes femmes, les jeunes scientifiques, aussi au centre d'excellence à Oyo, grâce au docteur Maryse. Donc nous avons plein d'opportunités de toucher les jeunes dans des domaines concrets. Et puis évidemment, bien, ça demande un certain effort peut-être d'aller au plus loin, de connaître les institutions, comment fonctionnent les institutions. Mais moi, l'équipe à la délégation, nous sommes toujours prêts à venir expliquer à ceux qui en auraient la patience ce que fait l'Union européenne et comment fonctionne l'Union européenne. L'émission Décryptage était très heureuse de vous recevoir pour vous ce soir, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Anne Marchal, avec qui nous avons parlé de fond en comble du partenariat entre l'Union européenne et le Congo.